Cette petite fille qui fait ses premiers pas dans la vie, c'est moi, sous le regard bienveillant de mes parents et de mes grandes sœurs. Ce sont les belles années dans notre maison de la cité du Bois-d'Urier à l'Alain, une petite ville minière près de Douai dans le Nord. Ces années d'insouciance ne laissent rien présager de la fin d'une histoire familiale ancrée dans le charbon. Une histoire dont j'ai longtemps ignoré l'existence. Déjà tournée vers l'avenir, la petite fille que j'étais a désormais bien grandi. Et aujourd'hui, ce passé au fond des puits me ramène entre les montagnes noires. Mes parents ont quitté le Pas-de-Calais en 1966 pour s'installer dans une nouvelle cité minière dans le département du Nord avec leurs 2 premiers enfants. C'est d'ailleurs ici, au 19 rue de Derval, que ma vie a commencé, entourée de mes 3 grandes sœurs. 18 années remplies de souvenirs qui résistent au temps et au déménagement. Car cette maison, mes parents ont dû la quitter après 42 années. En mettant autant de souvenirs de notre histoire dans des cartons, j'ai eu un déclic, une révélation, en découvrant 2 photographies représentant mon père. 2 images presque judiciaires datant de 1950, méthode d'une autre époque pour mettre à jour les bases de données des mineurs. À cet instant, des sentiments ambigus m'habitent. L'empathie se mêle à l'envie de comprendre. Vu que mon père était mineur de fond, moi quand j'ai eu 14 ans, je suis allé au grand bureau de Bruin-Artois pour m'embaucher à la mine. Sans que personne ne le sache, quoi. À l'accueil, il y avait un interprète polonais, c'était écrit Tomacz. On a fait les formalités, puis on m'a fait faire 2 photos, face et profil. Et puis après, c'était la visite médicale. Puis j'ai commencé à la Force 3 à travailler au jour, au triage, avec des femmes. Elles avaient entre 20 et 40 ans. Nous étions qu'à 3 hommes avec le surveillant. Ça a duré presque 3 trimestres comme ça. Puis après, je suis descendu au fond. Dès qu'on travaillait au fond, on allait au centre d'apprentissage. On faisait 6 semaines au fond et 1 semaine au jour. Là, on avait le sport, l'école et puis tous les travaux qui existent pour préparer le CAP. On avait le boisage, le cadrage, le planchage, enfin tout ce qui existe au fond de la mine. Au fond, mon père exercera le métier d'abatteur. Une carrière de 25 ans dans les bassins de Bruay en Artois dans le Pas-de-Calais et d'Aniche dans le Nord, interrompue par une maladie incurable. Je n'avais même pas 2 ans. Comme pour renouer avec ce passé, aujourd'hui j'aimerais partager plus que des souvenirs avec mon père. Découvrir son métier et comprendre surtout ce que la mine a fait de lui et de tous ses hommes. François, le dernier agent de maîtrise de mon père, va me permettre de réaliser cette expérience unique. Équipement obligatoire. Ouais. François a ramené dans sa cave sa propre mine. Une petite pièce souterraine où s'entassent des années de labeur, mais surtout des souvenirs qui ne peuvent s'effacer. On passe à la lampisterie, on prend un jeton, son numéro de jeton. Qu'est-ce que c'est marqué? 133, le taillette, hein, ben voilà. Hein. Voilà. Qui correspondait à un nom et à une lampe. Avec ça, on savait si on était descendu ou remonté, hein, Franek. On va demander l'autorisation. Oiseau! On peut y aller? D'accord, merci. On arrive. À peine descendu, la cloche elle sonne. Un coup. C'est-à-dire que la cage, elle s'arrête. Dès que vous êtes descendu, d'un coup, la cage, elle remonte. Ah! Groupe de Douai. Ouais. C'est nous. Ouais. Alors, pour te mettre dans l'ambiance tout de suite, il n'y a pas de danger, la galerie est bien aérée. Mmh. Donc je vais te mettre dans l'ambiance tout de suite. C'est dans une ambiance du fond, avec l'odeur de poussière,
de charbon et de lampes à flammes que je retrouve mon père et François. Le tableau est bien vivant avec ces deux mineurs réunis dans ce décor plus vrai que nature. Un véritable musée, avec les outils, les objets du fond, des photographies et des documents rares qui surprennent même le mineur. T'es belgique? Tu vois? Il y a des vieux mineurs qui viennent ici, puis ils prennent du chic. Bon, tu te souviens dans quelle ouverture qu'on travaillait? On travaillait dans cette ouverture-là. Il y avait des plus petites ouvertures, parce qu'ici, ça fait 90 cm. Mais on a travaillé dans du 50 cm avec un marteau-piqueur. Si je te mets un piqueur dans les mains... Ben, je t'ai ma pauvre avec avant et je tape avec un main après. Ouais. Celui-là, il fait 12 kilos. Une fois que tu l'habitude, c'était tout, quoi. Hein. Et le marteau-piqueur, il frappait à une cadence de 2000 coups minutes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mineurs aujourd'hui, ils ont des mains atrophiées et des bras atrophiés. Le mémento du boiseur, qui date de 1938. Et dessus, il y a toutes les façons de boiser, avec toutes les explications. Boiseur, un poste important et difficile qu'occupait aussi mon père. Comme je peux le découvrir dans ses livres, c'est celui qui réalise les soutènements avec du bois ou des éléments métalliques. On l'appelle le charpentier de la mine. La préoccupation constante du mineur, c'est de soutenir le toit le plus vite possible après l'enlèvement du charbon. Il faut mettre en place des étais métalliques coulissants, les étançons, capables de résister à des charges de 20 à 30 tonnes. Ces étançons supportent des rallonges articulées qui ménagent un porte-à-faux tout le long du front de taille. Mais à mesure que le chantier avance, il faut combler le vide qu'on laisse derrière soi. Alors le mineur va prendre la nature à son propre piège. En retirant les étançons, il provoque une sorte d'éboulement contrôlé. Ça s'appelle le foudroyage. Les étançons sont récupérés et immédiatement réutilisés. Ici, c'est un nouveau creusement. Ils sont même préembuqués, t'as vu? Tout le tir y est relié. Ah ouais. Et l'exploseur, il est en haut. Tout en écoutant et regardant mon père et François, je prends conscience de la difficulté de leur travail, de la peur et du danger qui guettait en permanence ces travailleurs du fond. Les éboulements et les coups de grisou faisaient partie du quotidien de ces hommes. À présent, je comprends mieux ce culte qu'ils vouent à la Sainte Barbe, leur patronne. Et elle veille toujours sur ces deux retraités. Car les anciens mineurs ont repris du service dans une nouvelle fosse à Vré. Et c'est avec une certaine émotion que je les regarde digresser devant les objets d'époque, partager les mêmes gestes de mineurs, les mêmes rires. Ensemble, ils revivent une époque dont ils ne se détachent pas. Longtemps, les récits de travail de mon père ont bercé mes soirées. Des histoires d'hommes, de risques, de camaraderie, mais aussi de compétition. Et aujourd'hui, au fond de ce puits de fortune, ils prennent tout leur sens. Le code des signaux, tu te souviens? Ben, lis un peu. Hein? Un coup là, C'est-à-dire SOP. 2 coups, 3 coups pas plus haut, 4 coups recul à part, 6 coups on demande de circuler, 6 coups plus un coup, plein et lit, pendu, hein, et les briquets c'est tout du coup, quoi. Le fameux briquet cher à mon père, un acquis social qui porte le nom de son inventeur. Cette pause déjeuner se déroulait sur les lieux mêmes du chantier d'exploitation. Je me souviens aussi maintenant de ce fameux pain d'alouette dont mon père me parlait. Ces tartines supplémentaires que le mineur emportait dans sa musette et que les enfants se disputaient dès son retour. Des tartines avec une odeur et un goût particulier, ceux des veines de charbon, de la chaleur et de l'humidité. Des souvenirs définitivement enfouis au fond des puits. Et ici, c'est au 9 de Wany. C'était le jour de la dernière gaillette. 21 décembre 1990. Et le charbon a été découvert le 7 juin 1842. Ce qui manque le plus, les hommes. Les hommes. L'amitié. Et l'amitié profonde, réelle.
le respect. Le respect, le bonjour. Alors, vu que toi t'es sage, je vais te donner un drapeau. Merci. Voilà. Ouais. Et puis il y a bien ça qui est pas lourd là. Hein. Ben non, c'est Julien Brisac qui l'a fait. En découvrant ce musée, j'ai aussi rencontré François, un homme animé par l'amour de son métier. La mine, il la connaît dans les moindres recoins, car à force de gravir les échelons, l'homme a occupé tous les postes. Et cette volonté sans faille d'aller toujours plus haut, il l'a mise à contribution pour réaliser sa propre mine en 1999 avec l'usage d'un seul bras. Une belle revanche sur la vie et les années sombres qui ont suivi sa retraite 10 années plus tôt. Plus je regarde, et je dois avouer que je suis amoureux de cette mine. Et si les voix des mineurs s'élèvent et leurs photographies tapissent les murs, c'est pour mieux se rappeler leurs souvenirs. Car pour François, la mine, c'est avant tout une histoire d'homme. 30 ans ou 20 ans après, les visages, on s'en souvient. Et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Il y avait une solidarité comme ça n'existe plus ailleurs. Les mineurs sont de plus en plus rares. Ils disparaissent. On a l'impression que dans peu de temps, ce serait comme si on n'a jamais existé. Et ça, c'est un reproche. La mine, c'est désormais l'histoire d'un passé évoqué au détour d'un rond-point, comme à l'Alain, la ville qui m'a vu grandir. Un passé qu'on tente éperdument d'enterrer, comme ces hommes du fond, pour écrire une nouvelle page. Comme ces mineurs, le bois d'Urier a vieilli. Aujourd'hui, mon ancienne cité n'est plus que l'ombre d'elle-même, une cité fantôme, avec des habitants abandonnés. Pourtant, certains tentent désespérément de s'accrocher à leurs murs, dernier vestige d'un passé minier et d'une vie de labeur. Louis est de cela. Ici, il a semé les graines de sa vie dans quelques mètres carrés. Il loge gratuitement dans ce camus-bas, l'un des avantages en nature réservés aux mineurs. Sa fierté, qu'il entretient depuis son arrivée en 1967, avec son jardin, son parterre, ses roses, les mêmes que je retrouve encore dans notre ancienne maison, du moins quelques survivantes qui tentent de se frayer un passage au cœur de cet environnement aujourd'hui hostile. Comme les derniers témoins de notre vie dans cette maison, toutes les fleurs réveillent en moi des souvenirs mitigés. Les prémices d'une vie qui côtoie la fin d'une carrière interrompue prématurément. De notre cabane en ruine, le tableau s'anime. Je revois mon père quelques décennies en arrière. Il pose fièrement avec mes sœurs et une voisine, dans ce jardin, comme un refuge reposant, familial, essentiel. Aujourd'hui, c'est tout un pan de notre histoire qui s'envole, comme celle des mineurs relogés et dispersés loin de leurs racines. Leur maison, mes parents étaient contraints de la quitter en 2008, l'année où Louis a créé son association de défense des habitants du Bois d'Urier. Sans le savoir, il est le dernier garant de la mémoire de la cité. Cette cité, elle n'était pas prévue sur la répartition prioritaire de la rénovation. Mais on n'a pas hésité à faire déménager des gens. En 2005, on nous a dit qu'on va être rénové. Et en 2007, on a su, après plusieurs plans de rénovation, qu'on allait être démoli. Donc, avec concertation avec les gens de la cité, on a décidé de créer une association parce que les gens n'étaient pas chauds à déménager. Ils voulaient se battre et puis essayer d'avoir les rénovations comme dans les autres cités minières. Parce qu'on était au courant de ce qui se passait ailleurs aussi. Pour Louis, rien n'est encore perdu.
Le combat continue pour sauver sa cité. Il a choisi son camp, mineur et fier. Alors on va vous emmener voir ce qui peut être fait comme rénovation pour les mêmes logements. Sur ce trajet, Louis me raconte son arrivée au Bois d'Hurier, où ses racines sont bien ancrées. Il revient sur la naissance de cette cité, au début des années 1960. Dans les mines de l'Ouest, donc du Pas-de-Calais, les mines ont fermé. Et comme il restait encore des jeunes mineurs qui n'avaient pas fini leur contrat jusqu'à la retraite, ils ont été mutés dans le Nord. Donc ils sont venus par ici. Mais il n'y avait pas assez de logements, donc on a construit cette cité minière. Avant que la cité elle soit construite, c'était des pâtures. C'est pour ça que les premiers, quand ils sont arrivés ici, ils ont eu que la maison. Tout n'était pas terminé. Ça s'est fait progressivement. Mais c'était toujours précipité pour dire de pouvoir ramener les mineurs du Pas-de-Calais dans le Nord. Et c'est après 16 années de fond à Bruay en Artois que mon père rejoint la fosse Bonnel à l'Alain. Terminer les corons et la brique rouge. Place aux maisons préfabriquées, au Camus, à la cité moderne. Une de ces nombreuses cités construites après la nationalisation des houillères en 1946, pour faire face à une lourde pénurie de logements. Alors là, nous sommes arrivés dans la cité du Bivouac, à la bifurcation de Saint-Lenoble et de Oisier. Ici, on voit qu'avec les rénovations, on voit vraiment ce qu'on peut faire de nos logements. On ne pourrait même pas dire que c'est une Camus, si les gens ne connaissent pas le Camus dit bas. Ces maisons sont preneurs, surtout pour des retraités. C'est des maisons de plein pied. C'est vraiment quelque chose de formidable. Aujourd'hui, tous ces logements miniers sont destinés à accueillir de nouveaux locataires. Une population plus jeune, des familles plus nombreuses, ce qui rend parfois nécessaire un réaménagement urbain pour attirer cette nouvelle clientèle. Et c'est l'un des projets en cours au Bois d'Hurier à l'Alain. Une ville désormais tournée vers l'avenir, mais un avenir incertain pour tous ces anciens mineurs. Car les maisons de cette cité ne connaîtront pas toutes le même sort. Une partie est vouée à la rénovation, l'autre à la destruction. Et c'est le cas pour celle de Louis. Ce qui est plus choquant, on rénove les logements plus anciens, de 1960 à 1962, et les maisons qui sont prévues à la démolition sont de 1962 à 1964. Il y a encore des locataires qui ne savent pas où ils vont se retrouver, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de logement pour eux. Et on voit bien que ces maisons sont entretenues aussi, parce que les mines n'entreprenaient pas l'entretien de leur patrimoine. Du fait que les rénovations et puis l'entretien, surtout l'entretien de ces maisons n'a jamais été fait, ce sont les gens eux-mêmes qui l'ont fait. Donc ils ont fait des choses formidables, ils ont dépensé de l'argent. À l'heure actuelle, ils vont partir, ils vont devoir recommencer. Et cet argent qu'ils ont mis dans l'entretien de leur logement pour vivre tranquille, heureux, ben, tout va être perdu. C'est pour ça qu'on se bat. C'est parce que dans certaines cités, on rénove ces mêmes logements et en nous, on nous dit qu'ils ont plus de 40 ans, ils ne valent plus rien. Et on n'est pas mis au courant. Le problème, il est là. On n'est pas mis au courant. C'est pour ça qu'on a créé cette association. C'est vrai que c'est difficile, mais on essaie de mettre poser des jalons. Mais c'est très difficile. C'est une question de respect et de priorité à l'humain.
pour les services rendus à la France. On ne demande que ça, dans le droit du statut du mineur. Aujourd'hui, Louis se bat sans véritable autre ennemi que l'oubli et l'indifférence. Un combat digne qui rappelle qu'à une époque pas si lointaine, ces ouvriers émérites étaient respectés pour leur travail accompli au fond. Un travail pénible, risqué et finalement reconnu qui donnera naissance au statut du mineur le 14 juin 1946. Leur courage, en échange d'un logement, de chauffage ou encore de soins, ce sont les avantages en nature réservés à ces hommes qui ont participé à la reconstruction et à l'avenir économique de la France. Un pays qui n'a pourtant pas vu naître mes grands-parents. Aujourd'hui, je ne garde que le souvenir de ma grand-mère maternelle, ma Bouchia. De mes grands-parents, je ne sais pas grand-chose, juste que leur histoire a commencé en Pologne. Désormais, elle repose dans une boîte dont ma mère détient la clé. Voilà mon père avec ses deux frères. Ils sont venus de Westphalie pour travailler dans les mines du Pas-de-Calais, à Bruay-en-Artois. Et ils étaient célibataires en arrivant. Donc ça s'est passé dans les années 1920. Mon père avait 22 ans. Il y avait 4 mineurs dans la famille avec le père. Voilà ma mère qui est venue de la campagne des environs de Cracovie. Elle est venue travailler comme femme de chambre à Lille chez des industriels. Mon beau-père, en 1922, qui est venu à 25 ans de Poznań, de la campagne. Donc il est venu seul et il a logé chez des particuliers. C'était une pratique courante dans les mines. Sa fiancée est arrivée plus tard. Ils se sont mariés à Oudin et ils ont eu 3 enfants, dont 2 garçons qui ont travaillé dans les mines. Mes grands-pères sont ainsi arrivés contrats en poche durant la grande vague d'immigration polonaise, parmi des dizaines de milliers de leurs concitoyens. Les pertes humaines causées par la Grande Guerre étaient si importantes que le gouvernement français a fait appel à ces hommes expérimentés dans l'exploitation du charbon. Pourtant, mes 2 grands-pères ne connaissaient rien de ce métier. Ils étaient juste une nationalité, une promesse pour une France à reconstruire. C'est d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais qu'ils ont eu l'opportunité de tout recommencer, avec l'espoir de lendemains meilleurs gagnés à la sueur de leur front. Loin de leur pays, de leurs racines, de leur culture et parfois même de leur famille. Difficile d'imaginer ce qu'ils ont pu endurer. Étaient-ils vraiment heureux de vivre en France ? Aujourd'hui, personne n'a la réponse, pas même mes parents, et pourtant cette question me poursuit. Beaucoup de mineurs immigrés ont vécu la même expérience. Les Belges, les Italiens, les Algériens, ou encore les Marocains, dernière population arrivée en France dans les années 1960. La plus grosse vague d'immigration après les Polonais, et la dernière qui coïncide avec la diminution de l'activité. Peut-être aussi les seuls à pouvoir apporter des réponses à mes questions. Leur histoire, je l'ai découverte à travers une pièce de théâtre. Mémoire d'un mineur marocain raconte l'itinéraire d'Ali recruté aux confins de l'Atlas par Félix Moura, ancien sergent recruteur pour les houillères du Nord-Pas-de-Calais. Le rouge, s'il te met sur la poitrine, ça veut dire que t'es pas bon au reste du pays. Le vert, c'est le passeport pour la France. On était des milliers à défiler devant lui. Tu vois, là, c'est moi. J'avance vers lui, les yeux fermés. Je fais ma prière, j'ai peur. Rouge, je reste. Vert, je pars. Rouge, je reste. Vert, Allah, le passeport. Je m'aperçois que c'est toujours la même histoire qui se répète, celle d'une population qui fuit la misère. Adieu, ma mère. Mon père. Ma sœur Aïcha qui se cache pour pleurer. Ne dis rien à mon frère Aziz. Je m'en vais faire fortune. Je reviendrai. Regarde ma mère, ce bel argent. Tu n'auras plus de ceci à faire pour nous. Cette histoire, c'est aussi celle d'Abdellah, syndicaliste avant l'heure et aujourd'hui président de l'association des mineurs marocains du Nord. Le jeune homme qu'il était n'hésitera pas à se vieillir de 4 ans pour remplir les formalités de recrutement,
et exercer un métier dont il ignore tout des conditions de travail. Du déracinement à la désillusion, il me raconte son arrivée en France au début des années 1960. La France que j'ai fabriquée dans ma tête, la France que j'ai imaginée, c'est pas celle-là. Le voyage que j'ai imaginé, c'est pas ça. Débarquer à Montigny-en-Ostrevent, au milieu d'une cité de baraquements. Ils nous ont dit que voilà, c'est ici que vous allez t'héberger. Et puis on a passé bien sûr 15 jours entre la cité et le château de Montigny-en-Ostrevent pour apprendre à manipuler les outils qu'on va utiliser au fond de la mine pendant 15 jours. Le matin, les outils, l'après-midi, il y a une personne qui vient nous faire cours. Puis voilà, on a vécu là-bas. J'ai dit, c'est ça la France, c'est ça le travail. Et que... un peu surpris. Mais j'ai pas le choix. Malgré l'envie de retourner au pays et les contrats précaires, Abdellah résiste. Quand je suis arrivé avec le contrat d'1 an. Quand le contrat d'1 an est terminé à 64, on m'a appelé au bureau, on me dit « Monsieur Samad, vous êtes un bon ouvrier, vous êtes un bon abatteur de charbon, donc on vous garde, vous êtes embauché. » Mais en réalité, je n'étais pas embauché comme les autres. Avant, on n'avait que des contrats provisoires. On ne savait pas s'ils allaient être renouvelés. On vivait toujours sur la menace de retour. Abdellah fera partie de ces hommes sans statut jusqu'en 1980, l'année où une grève non officielle éclate, celle qui a permis aux mineurs marocains de bénéficier des mêmes avantages que leurs confrères. Un premier combat gagné à une période où les puits commençaient à fermer. Les Marocains, ils ont été écrasés, c'est-à-dire de pas parler, pas être dans le syndicat, pas se défendre. Si tu es handicapé, tu dois tourner chez toi. Si tu es malade, tu dois partir chez toi. Tu n'as rien à dire. Par les charbonnages et par aussi l'aide des consulats marocains de l'époque. Félix Moura, qui connaît bien le Maroc et d'autres, ben, ils nous ont fait les mêmes traitements. On est en France sans être en France. C'est pas de notre faute si on faisait pas la grève au début. Nous, on était surveillés par tout le monde. Le chef de camp, le consulat. Et l'amical aussi. Moi-même, j'ai vécu l'injustice, les pressions. Pas seulement la discrimination, parce que la discrimination, on l'a déjà habitué chez nous. Mais c'est là où on m'a appris que c'est pas juste. Le récit d'Abdellah me ramène un demi-siècle en arrière, comme si toute l'histoire était à refaire. Des étrangers sous pression, menacés d'expulsion au moindre faux pas, victimes de discrimination, c'est aussi l'histoire de mes grands-parents. À chaque immigration surgissent les problèmes, et notamment celui de l'intégration, qui se fait sur plusieurs générations. Abdellah a fait le choix de s'enraciner dans le Nord, le pays de ses enfants,
et petits-enfants. Toutes les injustices endurées ont fait de lui un homme engagé auprès de ses concitoyens. Son association défend encore aujourd'hui la cause de ceux qui ont du mal à faire valoir leurs droits. Et elle transmet avant tout les valeurs de la République. L'association, je souhaiterais qu'elle continue à être utile dans un pays, on dit toujours, un pays démocratique, un pays de respect des droits de l'homme, un pays où il y a quand même la fraternité. Et j'espère que tout ce qu'on dit soit vrai, mais vrai. Et que cette association continue à porter à ceux qui en ont besoin dans notre société. Aujourd'hui, en replongeant dans mes souvenirs, je porte un autre regard sur cette photographie de classe de mon école au Bois-d'Urier. Je l'appellerai l'école de la vie, celle de la tolérance et de la différence, avec la moitié de mes camarades issus de l'immigration comme moi. Marocains, Algériens, Italiens et Polonais, toute la diversité culturelle qui a fait les beaux jours de la mine et que François aime mettre à l'honneur dans son musée, mais aussi dans son ouvrage en cours de préparation. Je travaille pour les mineurs et bien souvent, je cite beaucoup de noms. J'ai d'ailleurs reconstitué un fichier avec tous les prénoms que j'ai connus, de toute nationalité, français, belge, polonais, maghrébin. Et dans ce livre, rien n'est caché. De toute façon, je raconte une journée parmi tant d'autres. À partir du moment où l'ouvrier ou le chef porion arrive à la fosse. Jusque la remonte, ils sont suivis. Et tout le monde comprendra, arrivé un moment, que quel que soit l'emploi du mineur, il crachait noir. Il a toujours craché noir. Le noir comme une couleur universelle dans les entrailles de cette mine. Derrière chaque visage se cache non plus une nationalité, mais un corps de métier. Des savoir-faire réunis pour un même combat, extraire le charbon. Pour illustrer cet ouvrage, François a fait appel à un ancien reporter des Houillères qui possède des photographies inédites. Un artiste, mais avant tout un fin connaisseur. J'ai fait photographe pour les Houillères de décembre 69 au 1er juillet 86, donc plus de 16 ans. Et ma formation précédente m'avait bien servi. Comme électrofond, parce que j'étais mineur fond, électrofond, ça me permettait d'avoir des avantages, disons, de pouvoir bien exploiter mes appareils photo, les flash fonds. J'avais une connaissance de toutes ces choses-là qu'un photographe ordinaire ne pourrait pas. Une autre photo qui me plaît, c'est celle-là. Et quand je vois la qualité de l'étayage, vous vous rendez pas compte, les bois, c'est incroyable. Parce que ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Ben oui, le boisage. Parmi ces photos, la plus jolie, c'est celle-là. Parce que le mineur est en train de détecter s'il y a du grisou. Si la flamme grimpe, ça veut dire qu'il y a du grisou. S'il est resté normal, donc si elle stagnait, RAS. Grâce à François, je vais enfin pouvoir mettre un vrai visage sur ces métiers qui ont fait vivre cette mine. Aujourd'hui, les quelques chevalements qui se dressent encore fièrement dans le paysage de ce bassin minier vont devenir les spectateurs d'un passé qui va renaître sur le marché de l'Alain. Un lieu où les anciens mineurs aiment se retrouver au hasard d'une rencontre. Mais en ce lundi matin, il va être le théâtre d'un rendez-vous organisé à l'initiative de François. Bonjour mes mineurs. Oh Jean-Claude, bonjour Pierre, Richard, Louis, André, Marius, Victorio, bonjour. Raymond, François, comment ça va? François, il faut ouvrir un quartier ici, non? On peut ouvrir un quartier. Il y a des chefs d'État, il y a des chefs porions, des électros, il y a tout. Oh ben, le quartier, on va l'ouvrir. Louis. Moi, j'ai commencé en 1960, Galibot.
J'ai passé par toutes les étapes de travail, de galibot à batteur, traceur et à bout, pour finir ma carrière comme chef d'about. Et moi, je ne t'ai plus revu depuis 1977. À Barrois. À Barrois. À Barrois. Vous êtes parti à Billy-Montigny. En 80. André. Moi, j'ai été embauché en 58 comme galibot. 22 ans après, je suis sorti du fond comme technicien en organisation. Et j'ai été muté à Billy-Montigny au service des affaissements en tant que géomètre. Et j'ai pris ma retraite au bout de 34 ans de service. Marius. J'ai commencé le 1er avril 42 à Lens. Et je suis venu en 54 ici, dans le Nord, pour travailler à la fosse Barrois. Et j'ai été polyvalent, j'ai fait un peu de tout. Et j'ai fini comme conducteur de locotracteur. Mais toujours avec vous, vous étiez très compréhensif envers les ouvriers. Vraiment un genre de maîtrise, très bien. Ça nous a fait plaisir, c'est vrai. Et toujours, il n'y avait pas de parti pris. Vous étiez toujours droit. Ça, je peux le dire sincèrement. Raymond, et toi? La carrière, elle a commencé en 1957, comme galibot. Après, passé CAP mineur à 18 ans. Et puis, qu'à 18 ans et demi, est enseveli. Et j'ai été en attente de reclassement. Et j'ai signé par descendre au fond. Et avant de remonter, j'étais chef injecteur. Je me souviens aussi. Sous votre coupe, voilà. Victorio. Moi, je suis arrivé le 57 ici, à France. D'Italie. De l'Italie. Et puis, j'ai commencé à travailler le 58. Moi, j'avais 58. J'ai fait 26 ans d'abattage. 26 ans d'abattage. 26 ans et demi d'abattage et 3 ans et demi de l'équipe spéciale Fosse-Rambert. J'ai travaillé à Bonnel, Desjardins et Fosse-Rambert. J'ai fait 30 ans de service. Vous preniez l'autobus alors? Ouais, ouais. Et qui c'était le patron des autobus? C'était dit qui te fait... Donc j'ai fait beaucoup de choses. Pierre. Moi j'étais suiveur d'avancement, après j'étais à l'abattage, après j'ai fait beaucoup de trucs et j'ai fini comme sous-chef de brigade à la surveillance du bassin. Donc j'ai une belle carrière quand même derrière, ouais. Et j'ai eu l'honneur d'être formé par François. Bon, je classe. Moi j'ai commencé en 57 au 6 d'Haïcourt. J'ai été électromécanicien en sortant de l'armée en 63. Et puis à partir de là, j'ai gravi les échelons. Chef d'équipe, agent de maîtrise, chef porion électromécanicien. Et j'ai fini ma carrière à ONU comme chef de division électromécanique en 90. Voilà, alors j'étais très heureux. Mon métier, c'était l'aventure tous les jours. Je ne savais pas ce qui m'attendait comme panne le lendemain. Et j'ai toujours eu des ouvriers, une équipe formidable. Donc on était une bonne famille. Voilà. Comme je termine un livre, je voudrais que vous mettriez ça sur une page blanche afin que je puisse vous mettre dans mes écrits. D'accord. Ok. C'est bien, les trois quarts de nous autres, on vient du Pas-de-Calais, je crois. Ouais. Moi, j'étais à Bruay. François est à Doudin. On est venus presque tous ensemble en même temps ici. Mais je me souviens aussi, t'allais au bal à Bruay, toi. Placement montant. Au football aussi. Oui, mais t'as le bal aussi. 15 ans presque au football. Mais lundi, tu t'es jamais farcé, c'est ce qui était bien. Plaisir, François. Le jour où est-ce que moi je suis né? Sur ce marché, j'ai rencontré une grande famille, celle des mineurs dont mon père m'a souvent chanté les louanges, avec ses valeurs, la solidarité et le respect mutuel qui s'affranchit du parcours, des origines et de la hiérarchie au fond de la mine. Dans ma cité, il ne reste que quelques survivants, conscients que leur histoire se termine doucement. À partir des rues de ma jeunesse, je croise ces gens qui m'ont vu grandir, ces autres qui résistent et tous ceux qui sont partis.
Ce que je regrette de cette époque, c'était surtout l'ambiance qu'il y avait dans la cité. À ce moment-là, on était vraiment tous pas dire des amis, mais il y avait une grande camaraderie dans la cité. Parce que c'était vraiment tout anciens mineurs ensemble. Donc on se connaissait, quand on se retrouvait dans la rue, on discutait, on parlait souvent de travail, de tout ce qui se passait dans notre cité. Ce qui est malheureusement maintenant, tout ça s'est terminé. C'était une très belle cité quand on arrivait ici. Ça fait déjà 46 ans d'ailleurs. Hein. Et déjà 46 ans, c'était beaucoup mieux que maintenant, premièrement. Et beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de jeunesse. Et les écoles étaient remplies. Du Poitiers, j'en garde un très bon souvenir d'ailleurs. C'était une autre époque. Une époque où les gens vivaient autrement. De la rue, chacun se connaissait. On était presque cousins. Tout le monde se fréquentait. J'ai des bons moments passés aussi avec mon voisin, mais qui était M. François Tarka. On a notre jardin contigu. Et puis on avait fait une petite portière entre les deux. Et au printemps, quand on était tous les deux dans le jardin, il arrivait 1h, on se disait, bon, François, vous savez quoi? Ouais, il dit, j'arrive. Alors on s'asseyait, puis on buvait un coup. Et c'était des bons moments. On a passé des très bons moments. Ça a fait un petit coup au cœur, hein. Un petit coup au cœur de revoir la maison qui va être rasée maintenant. C'était d'abord là qu'on a resté quelques années avant que j'achète cette maison. Ouais, non, sinon c'était une belle petite cité. On a vu grandir les enfants, ouais, les voisins. Il y avait des hauts, des bas, mais c'était bien. On était solidaires, hein. On était quand même une grande famille. On a été entre nous pour faire entrer les charbons. Si un y avait mal ou qu'on ne pouvait pas faire son chantin, j'avais bien été voir ça qui faisait mon chantin quand j'étais blessé. Voilà, ça il faut dire, c'était vraiment de l'humanité. Dans notre temps, je me rappelle comment je me suis marié. La mariée, elle sortait avec des gâteaux. Tous les gens de la rue étaient là et venaient chercher du gâteau. Le marié sortait avec une bouteille d'alcool. Ils avaient leur verre. Il y avait des musiciens. On partait à pied à la mairie pour se marier. Donc tout le long du parcours, c'était les pétards et puis c'était la joie, que ce soit pour nous ou pour les habitants. Les jours de repos, on jouait à la pétanque, on jouait à la pelote. Voilà. Les dimanches surtout. On faisait la partie de cartes, c'est-à-dire que une soirée c'était un samedi c'était chez l'un, un samedi c'était chez l'autre. On faisait une pause à minuit, on mangeait un sandwich, jambon, tout, et puis on buvait un petit coup. Et jusqu'à 4h du matin, on jouait encore aux cartes. Et c'était sacré la partie de cartes, hein, la partie de poule, et puis tout. Et puis alors, c'était convivial, c'était bien. Bon, il y avait les balles. Les balles qu'on ne voit plus non plus, parce que bon, il n'y a plus de salles, il n'y a plus rien. Les balles de ville, presque dans tous les villages, il y avait des salles où on pouvait aller danser. Et puis les cinémas. Tout ça a disparu. Mon plus grand souvenir, c'est d'être ici. Hein. J'ai toujours été ici. On a tous les souvenirs possibles, hein, les plus beaux comme les plus mauvais. Souvenir, c'est d'être ici, c'est tout. Hein. C'est ma maison, c'est tout. Au moment du Mardi Gras,
Les petits-enfants des écoles du Bois-d'Urier sont passés devant la maison déguisés pour le carnaval, quoi. Ça se faisait pas dans les cités minières auparavant. Les bons souvenirs qui me restent du Bois-d'Urier, c'était surtout quand mes enfants étaient petits. Donc il y avait la fête des écoles, ça se passait souvent le samedi. Et toutes les classes faisaient chanter les petits-enfants. Donc ils montaient une estrade à l'école primaire. Et puis bien sûr, tous nos enfants sautaient par classe. Donc c'était pour nous une joie, c'était surtout une grande joie de les voir chanter. Et puis on était vraiment impressionnés. Ça leur laissait... nous, ça nous faisait trembler de les voir chanter à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'ils étaient quand même assez actifs. Les souvenirs des derniers habitants caressent ma mémoire. Et cette école où j'ai fait mes premières classes est vouée à disparaître. Une école où j'ai appris mes premiers airs. Mes premières notes de musique, mais aussi mes premières danses, avec mes amis d'enfance qui ont partagé les mêmes classes, la même histoire et les mêmes souvenirs que moi. Comme Hélène, que je viens de retrouver. Son ancienne maison a été détruite et aujourd'hui, elle accompagne son père dans le voyage des souvenirs. Come voisins, il y a des Italiens, des Français, des Polonais, des Marocains, il y a tout là. Ce petit pays, avec ses joies et ses peines, ses bonheurs et ses désillusions, s'éloigne de plus en plus de mes souvenirs pourtant vivants. Avec ma maison, c'est toute ma jeunesse qui va disparaître dans cette grande histoire du charbon. Une histoire préservée à travers quelques sites, mais vides sont tous ces derniers hommes qui l'ont habitée. De cette immersion dans le présent d'homme au passé, j'ai découvert des combattants, dans leurs différents puits pour une même histoire, la leur, mais aussi celle de tous les mineurs. Lorsqu'on est né, on est né inscrit déjà. Inscrit dans le fosse, inscrit dans la cité. Et à la longue, à force d'entendre nos parents narrer ce qui se passe sur fond, on était trop curieux. Voilà. La curiosité nous a poussé à descendre. Voilà, c'est exact. Fils et petits-fils de mineurs. Voilà. Jusqu'à un niveau de nous. On a commencé à quel âge? On a commencé à 14 ans et demi. On s'est sorti de l'école primaire, c'est pour rentrer au triage. Parce qu'on était trop jeunes pour descendre au fond. On a tout le temps, on a sorti d'une école pour travailler. Et puis bon, on a resté jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on aimait notre métier. Il faut le dire aussi. C'est un métier de mineur, on l'a aimé. Sinon, on n'aurait pas resté. On l'a aimé ce qu'on a fait. Parce qu'on n'aurait pas pour recommencer. Tous ces mineurs m'ont permis de partager un moment de leur vie et de comprendre ce que mes yeux d'enfant ne pouvaient voir. Je sais maintenant que cette histoire fait ma force.
Aujourd'hui, je suis fière d'être l'héritière de ces héros du quotidien, fière du métier de mon père, mineur de fond. Mais une question, toutes ces cacouilles que vous racontez, vous les avez apprises où? À la fosse. Ah oui. Alors, pendant que je peux se crever, ils se racontent des histoires. Non, mais je peux ça te va. Lì comme chez le briquet, il y a la soupe che conta, la soupe che conta, venez à manger. Hein? Ah, ça c'est bon. Nous chanter une chanson autour d'une table entre bons amis qu'il est agréable d'être réunis. Allez Louis, vas-y. Ah ben, pourquoi tu n'as pas pris de ton accordéon? Ben, non,